Sans plus tarder, entamons la leçon introductive qui pour certains est une forme de révision et pour d'autres une mise à niveau. Dans tous les deux cas de figure, une façon de partir du bon pied. Donc le but effectivement est de m'assurer que vous avez les connaissances nécessaires pour pouvoir évoluer convenablement dans ce cours et se projeter sur son contenu. Dans un premier temps, nous verrons comment procéder à la description statistique à l'aide notamment des mesures de tendance centrale et de variation, après avoir survolé les concepts fondamentaux en statistique. Par la suite, je vous introduirai à l'inférence statistique et à l'analyse causale. Au départ de toute étude, il y a des individus qui partagent plus ou moins des caractéristiques communes. Eh bien, l'ensemble de ces individus forme ce qu'on appelle une population symbolisée par N. Là, on s'entend que les individus d'une population peuvent être des personnes, mais aussi des groupes de personnes, des événements ou même des choses. Alors, chaque individu d'une population est appelé unité d'analyse. Lorsqu'une enquête recense tous les individus d'une population, on fait du recensement, ce qui est souvent dispendieux et fastidieux. Dans la plupart du temps, les chercheurs vont plutôt chercher à mener ce qu'on appelle une enquête par sondage, qui consiste à sélectionner des individus dans une population donnée. Et bien, cet ensemble est appelé échantillon, symbolisé par petit n. Chaque individu d'un échantillon est appelé cas. Donc le cas, unité observationnelle, est l'unité spécifique à propos de laquelle on collecte de l'information. Et voilà un peu les liens qui unissent population et échantillon. Donc ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est que avec un simple échantillon, on peut savoir ce qui se passe dans la population. Supposons que vous préparez un mets culinaire, mais vous n'allez pas tout manger pour savoir si ça goûte bien ou pas. Une simple cuillerée suffit pour savoir si l'ensemble goûte bien ou pas. Eh bien, c'est la même chose dans le cas d'un sondage. Un simple échantillon suffit pour savoir ce qui se passe au niveau de la population, en notant que l'échantillon soit représentatif de la population. En statistique, justement, on travaille sur des données de population ou d'échantillons, plus souvent qu'autrement, qui se rapportent à des variables. Vous savez très bien ce que sont les variables, tant elles sont omniprésentes dans la vie de tous les jours, en recherche quantitative, puisque effectivement les variables permettent de rendre opératoires les concepts. Mais pourquoi s'intéresse-t-on aux variables? On s'intéresse aux variables en particulier pour savoir comment et pourquoi elles varient, comme elles le font, au lieu de rester constantes. En l'occurrence, les individus n'ont pas les mêmes comportements, ni les mêmes attitudes ou opinions, et les statistiques vont aider effectivement à décrire, expliquer ces variations qui appartiennent à deux grandes familles, qualitative, nominale, ordinale, et quantitative, continue, discrète. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines variables peuvent avoir leurs propres caractéristiques, mais le chercheur peut en décider autrement. En l'occurrence, une variable nominale, précisément dichotomique, peut être conceptualisée comme relevant d'une variable ordinale. Donc l'exemple est donné des variables de type oui-non, en particulier lorsqu'on passe de non à oui. De même, une variable quantitative peut être transformée en variable qualitative ordinale. L'exemple est donné de l'âge. Lorsqu'on regroupe les valeurs de l'âge en catégories, en classe, la variable devient ordinale. L'inverse est aussi vrai. Une variable qualitative ordinale peut être transformée en variable quantitative. C'est le cas des variables qui sont mesurées avec des échelles de type Likert. Prenons le niveau de stress en cette période de pandémie. 1, pas du tout. 2, rarement. 3, souvent. 4, toujours.
Parce qu'il y a une forme de gradation dans les valeurs catégorielles de cette variable et parce qu'aussi on peut raisonner en termes d'intervalle entre les valeurs, eh bien, on peut conceptualiser cette variable comme relevant d'une variable quantitative, continue précisément. C'est ce que font souvent les psychologues. En fin de compte, il faut savoir que la différenciation des variables est fondamentale. Elle est d'autant plus fondamentale qu'elle détermine les techniques statistiques à mobiliser pour répondre à des questions de recherche ou supporter une prise de décision. Justement, supposons qu'on s'intéresse à un sondage mené auprès de 1000 Québécois sur leur opinion concernant la façon dont le gouvernement de Legault gère la pandémie actuelle. Eh bien, on se retrouve avec 1000 choix de réponses qui n'offrent aucune cohérence interne. Une façon effectivement de rendre ces 1000 choix de réponses compréhensibles, communicables et surtout utiles, c'est de calculer par exemple le pourcentage de Québécois qui appuient le gouvernement Legault. Par exemple, 80%. Eh bien, c'est l'objet des statistiques descriptives qui cherchent tout simplement à transformer, convertir, réduire des données en informations. Ici, par exemple, 80% permet tout simplement de rendre compte de l'ampleur ou du degré d'importance de l'opinion québécoise concernant l'appui au gouvernement Legault. Étant entendu, bien sûr, que les mesures de tendance centrale et de variation, respectivement, s'intéressent à rendre compte de la représentativité et de la variabilité d'un phénomène. Alors, commençons par les mesures de tendance centrale, dont les plus rapportées sont le mode, la médiane et la moyenne. Le mode, c'est simplement le score qui revient le plus fréquemment dans une distribution. Sauf que le mode ne dépend que d'un seul score, contrairement à la médiane qui tient compte de l'ordre inhérent au score d'une distribution. Donc, comment calculer la médiane? Ordonner les scores du plus petit au plus grand, donc du score minimal au score maximal, trouvez le point milieu et vous obtenez la médiane. Et donc la médiane, c'est simplement le score qui divise une distribution en deux parties égales. Étant entendu que si vous divisez une distribution en 4 parties égales, vous obtenez des quartiles. Mais dans ce cas, la médiane va correspondre au deuxième quartile. Si la distribution est divisée à 100 parties égales, dans ce cas, vous obtenez des centiles et la médiane équivaudrait à ce qu'on appelle le centile 50. En l'occurrence, lorsque n est impair, le score médian, c'est le score qui se trouve exactement au milieu. Ici, par exemple, 39. En revanche, lorsque l'échantillon est plutôt pair, vous prenez les deux scores centraux, vous les additionnez et vous divisez par 2. Le résultat sera le score médian ici, 40. Alors, très important de savoir interpréter la médiane. Donc, la médiane ne s'interprète pas en termes de 50% des scores qui ont le score médian en plus ou moins, mais c'est plutôt au moins 50% des scores qui ont le score médian ou moins ou bien ou plus. L'inconvénient majeur de la médiane, c'est qu'elle ne dépend que de l'ordre inhérent entre les scores. C'est tout à fait le contraire de la moyenne qui, elle, exploite toute l'information contenue dans les scores d'une distribution. Autrement dit, de toutes les mesures de tendance centrale, la moyenne est la plus démocratique. Elle consiste tout simplement à summariser les scores XI et à relativiser le résultat par le nombre d'individus. Dans le cas de données d'échantillons, la moyenne est symbolisée par la statistique X bar. Pour des données de population, c'est plutôt le paramètre mu, mais le calcul se fait de la même façon. C'est juste un petit rappel, on s'entend, vous savez comment calculer la moyenne, mais il me paraît important d'insister sur une propriété importante de la moyenne. Et pour l'illustrer, supposons qu'on ait 3 étudiants avec le score, par exemple des notes. On calcule la moyenne de ces 3 étudiants, on obtient 90. Posons-nous maintenant la question de savoir comment se situe la note de chaque étudiant par rapport à la moyenne 90. Donc, on prend 80 moins 90, on obtient moins 10. 90 moins 90, 0. 100 moins 90, 10. Si vous calculez la somme
des écarts ou des déviations par rapport à la moyenne, vous obtenez un résultat nul. Eh bien, on peut voir que la moyenne est un centre de gravité d'une distribution, puisque la somme des scores de déviation par rapport à la moyenne est toujours nulle. Eh bien, remplacer la moyenne par le mode ou par la médiane, vous n'allez pas obtenir une somme nulle dans la plupart des cas. Et donc, on voit bien une propriété très intéressante de la moyenne, une propriété qui va effectivement aider plus tard lorsqu'on verra les mesures de variation. En attendant, essayons d'illustrer une autre propriété de la moyenne, mais cette fois-ci en termes d'inconvénients. Supposons qu'on s'intéresse à cette distribution de revenus. Alors, je calcule la moyenne et j'obtiens 96 714, la médiane 34 000 $, le mode 34 000 $. Clairement, on voit ici que la moyenne n'est pas représentative de cette distribution, puisque la statistique 96 714 est très éloignée de l'ensemble des scores de cette distribution. Pourquoi? Parce que la moyenne est gonflée ici par la présence du cas déviant, autrement dit le cas qui a 500 000 $. Et donc, un cas déviant, c'est un cas dont le score est anormalement élevé ou anormalement faible. Et donc, on voit bien effectivement que la moyenne subit l'effet des cas déviants. Pourquoi la moyenne subit-elle l'effet des cas déviants, contrairement au mode et à la médiane? En fait, c'est en raison tout simplement de la sommation des scores. C'est cela qui explique effectivement que la moyenne subisse l'effet des cas déviants. Autrement dit, avec la moyenne, tous les scores vont avoir leur mot à dire, de telle sorte qu'effectivement, les cas déviants vont influencer le résultat de la moyenne. Ce n'est pas le cas de la médiane. Pourquoi? Parce que la médiane ne dépend que de l'ordre inhérent entre les scores d'une distribution. Autrement dit, chaque score, quelle que soit sa grandeur, ça occupe un seul rang. C'est aussi le cas du mode qui ne subit pas également l'effet des cas déviants. Pourquoi? Parce que le mode dépend simplement des fréquences. Par contre, l'avantage de la moyenne, c'est qu'elle intègre toute l'information contenue dans les scores. Donc, vous voulez effectivement scinder un échantillon en deux groupes, utilisez plutôt la médiane, alors que le mode est approprié lorsqu'on s'intéresse au score réel le plus fréquent. En fait, le mode est la seule mesure de tendance centrale qui correspond à un score réel. Autrement dit, la médiane ou la moyenne peut ne pas correspondre à un score réel. Alors, essayons un peu de récapituler et d'intégrer nos connaissances en faisant ce remue-ménage. Supposons qu'on est dans un processus de négociation des salaires entre la Ligue nationale de hockey et le président de l'association des joueurs. Pour défendre ses positions, lequel des deux camps est plus susceptible d'invoquer le salaire moyen des joueurs? En fait, il s'agit d'une situation réelle qui s'est posée en 2012 à l'occasion du lockout, où effectivement la Ligue nationale avait décidé de suspendre le championnat de hockey. Dans ce cas-ci, il me semble que la Ligue nationale a plutôt intérêt à évoquer le salaire moyen des joueurs pour défendre ses positions, parce qu'elle saura que le salaire sera gonflé par les revenus des vedettes comme Ovechkin, Crosby, Subban. Un magasin qui vend des chaussures de femmes veut connaître les deux pointures d'une espadrille les plus représentatives dans la perspective de doubler les commandes pour ces deux pointures. Quelle mesure choisir? Il me semble qu'ici, on gagnerait plutôt à utiliser les pointures modales, et donc le mode. Pourquoi? Parce qu'on ne porte pas nécessairement une pointure moyenne ou une pointure médiane, mais on porte toujours une pointure modale. Et donc, chaque fois qu'on s'intéresse à des phénomènes de mode, eh bien, tenez compte du mode. Finalement, un chercheur souhaite connaître le revenu le plus représentatif de la famille typique canadienne pour mieux rendre compte du niveau de vie ou du pouvoir d'achat standard des Canadiens. Moi, j'aurais choisi tout simplement le revenu médian, qui me semble beaucoup plus approprié pour avoir une idée sur le pouvoir d'achat d'un Canadien typique. Parce que simplement, le revenu ne serait pas affecté par les salaires très élevés des millionnaires ou des milliardaires. Certes, les mesures de tendance centrale informent sur le score le plus représentatif d'une distribution, le score typique d'un ensemble de données. Par contre, elles ne disent pas tout. En l'occurrence, supposons qu'on s'intéresse à trois groupes,
Alors, ça peut être 3 groupes d'étudiants avec leurs notes respectives. On voit que la moyenne des 3 groupes tourne autour de 70. Et donc, clairement ici, la moyenne n'est pas appropriée pour aider à discriminer entre les 3 groupes. Donc, nous savons qu'elles sont foncièrement différentes. En l'occurrence, le groupe A est constitué de scores qui sont assez proches les uns des autres et autour de la tendance centrale qui est la moyenne ici. L'étendue, autrement dit l'écart entre le score maximal et le score minimal étant assez faible. C'est tout à fait le contraire du groupe C où les scores sont pas mal dispersés les uns des autres et autour de la tendance centrale qui est la moyenne, l'étendue étant pas mal élevée. Et le groupe B se situe quelque part entre les deux situations. Et donc, de manière générale, on voit bien que, en tout cas, intuitivement, on a l'impression que le groupe C est plus hétérogène, c'est-à-dire démontre plus de variabilité. Eh bien, pour rendre compte de cette variabilité, de la variabilité d'un phénomène en général, les mesures de tendance centrale ne sont pas appropriées. On utilise plutôt les mesures de variation, qui effectivement résument comment les scores sont dispersés les uns par rapport aux autres et autour de la tendance centrale qui est la moyenne, et informe sur le degré d'homogénéité d'une distribution. Et donc, clairement, ici, on voit que l'étendue, qui est la mesure de variation la plus basique, n'est pas appropriée parce qu'elle ne dépend que de 2 scores, minimal et maximal. Eh bien, si ces 2 scores se trouvent être des scores aberrants, eh bien, l'étendue va d'autant plus subir l'effet des cas déviants. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va vouloir utiliser d'autres mesures de variation qui, elles, vont exploiter toute l'information contenue dans les scores d'une distribution. C'est la variance et l'écart type. La variance, en l'occurrence, est une forme de moyenne de la somme des écarts des scores déviation au carré d'une variable, en l'occurrence quantitative. Pour des données de population, prenez chaque score xi moins la moyenne de la population mu, calculez la somme des scores déviation, parce que le résultat sera nul, eh bien on élève au carré. Par contre, les statisticiens se sont rendus compte que la somme des scores déviation au carré a tendance à être élevée au fur et à mesure que le nombre d'individus augmente. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va relativiser par le nombre d'individus. Le résultat sera la variance de la population, symbolisée par ma au carré. Dans le cas de données d'échantillons, vous prenez toujours la somme des carrés. Par contre, si vous relativisez par petit n, un problème subtil apparaît. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que lorsqu'on a des données de population, on peut sans difficulté relativiser la somme des carrés par le nombre d'individus. Pourquoi? Parce qu'une population est comme une constante. Autrement dit, elle est toujours constituée des mêmes individus, du moins à un moment donné. Par contre, dans le cas d'un échantillon, le hasard peut faire de telle sorte qu'on tombe sur un échantillon plutôt qu'un autre, de telle sorte que tout échantillon est aléatoire. Mais on veut que la variance de l'échantillon corresponde, en tout cas se rapproche de la variation au niveau de la population. Or, les statisticiens ont constaté que si vous prenez la somme des carrés, en tout cas pour les données d'échantillons, si vous prenez la somme des carrés et que vous relativisez seulement par petit n, autrement dit le nombre de cas, vous obtenez une variance d'échantillon biaisée. Autrement dit, une variance d'échantillon qui sera plus petite que la variance de la population, alors qu'on veut que la variance de l'échantillon se rapproche de celle de la population. Pour ne pas obtenir une variance biaisée, les statisticiens vont retrancher un cas de la taille de l'échantillon. Une façon de ramener la variance sur une base 1, c'est de calculer la racine carrée de la variance, de façon à obtenir ce qu'on appelle l'écart type. Donc l'écart type, c'est tout simplement l'écart typique de l'échelle des scores originaux. Et vous avez une façon d'interpréter l'écart type. Donc environ les 2/3 des données sont situées à plus ou moins un écart type de la moyenne. Alors, comment calculer la variance puis l'écart type? Donc, on va revenir à nos données de départ, s'intéresser en particulier à celles du groupe A. Vous avez devant vous les scores. Donc, première chose, c'est de calculer la moyenne. Une fois qu'on connaît la moyenne, on situe chaque score par rapport à la moyenne. Donc, on prend chacun des scores moins la moyenne, de façon à obtenir ce qu'on appelle des scores déviation. Évidemment, si vous calculez la somme de ces scores déviation, vous allez obtenir un résultat nul. Pour ne pas obtenir un résultat nul, une somme nulle, eh bien, on va élever au carré le score déviation.
Pourquoi? Parce que les différences positives, une fois additionnées aux différences négatives, eh bien, elles s'annulent. Et donc, on va élever au carré les scores de déviation pour éliminer les signes négatifs en particulier. Ensuite, on calcule la somme des scores de déviation au carré pour obtenir ce qu'on appelle la somme des carrés. Alors, la somme des carrés, il faut la relativiser par le nombre d'individus pour obtenir une valeur moyenne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la somme des carrés, ici symbolisée par 202, mesure ce qu'on appelle la variation totale dans les données. Mais on veut une valeur plutôt moyenne. On veut la moyenne de la variation. Mais dans ce cas, il faut relativiser la somme des carrés 202 par petit n moins 1 si vous voulez obtenir une variance non biaisée. Autrement dit, il faut relativiser par le nombre de degrés de liberté. Ici, l'échantillon étant de 7, donc petit n moins 1, ben, le résultat sera 33,7. Donc 33,7 symbolise la variance de cet échantillon. Et donc la variance n'est rien d'autre qu'une variation moyenne, si vous voulez, ou bien la moyenne de la somme des carrés. On peut avancer qu'environ 2/3 ou 68% des notes de ce groupe sont situées à 5,8 plus ou moins la moyenne, 70. Ou bien on peut avancer que si on prenait un étudiant au hasard dans ce groupe A, il y a 68% de chances que sa note soit comprise à 5,8 plus ou moins 70. Autrement dit, entre 70 moins 5,8 et 70 plus 5,8. Donc voilà deux façons d'interpréter l'écart type. Alors tout à l'heure, nous verrons d'où viennent les 2/3 des données ou les 68% qui permettent d'interpréter l'écart type. Et donc, juste savoir qu'en statistique descriptive, on préfère utiliser l'écart type plutôt que la variance, pour la simple raison que l'écart type est plus proche de l'échelle du score original que la variance qui est exprimée en une puissance 2. Très important en statistique de connaître les deux formes de distribution, en l'occurrence l'asymétrie et la kurtose. L'asymétrie mesure le degré d'étirement de la courbe. En l'occurrence, lorsque la courbe s'étire vers la droite, vous avez ce qu'on appelle une asymétrie positive. Mais dans ce cas, la courbe est tirée par les valeurs élevées. Lorsqu'elle est tirée par des valeurs faibles, autrement dit vers la gauche, vous avez ce qu'on appelle une asymétrie négative. Alors, comment se comportent les mesures de tendance centrale face à l'asymétrie? On voit bien que en asymétrie positive, la moyenne est plus grande que les autres mesures de tendance centrale et plus petite en situation d'asymétrie négative. Par contre, lorsqu'il y a symétrie parfaite, les mesures de tendance centrale coïncident. Autrement dit, le score qui revient le plus fréquemment coïncide avec le score moyen, mais aussi avec le score qui partage la distribution en deux parties égales. La symétrie se lie horizontalement, comparativement à ce qu'on appelle la kurtose, qui se lie verticalement et qui mesure le degré d'aplatissement de la courbe. En l'occurrence, on parle de distribution leptokurtique lorsque la courbe est haute. On voit bien que l'écart type est plutôt resserré. Une distribution plastikurtique est une distribution qui est assez basse, donc l'écart type étant souvent large. Et une distribution mésokurtique se trouve quelque part entre les deux. Pour comparer des scores qui n'appartiennent pas à une même distribution, eh bien, on utilise ce qu'on appelle le score Z ou score standardisé. Donc, il consiste simplement à centrer chaque score XI par rapport à la moyenne et à réduire l'écart par l'écart type. Voilà comment se calculent les scores Z. Donc, vous prenez 64 comme premier score, moins la moyenne 70, vous divisez par l'écart type 5,8, le résultat sera moins 1,03, ainsi de suite, ainsi de suite. L'intelligence qui se cache derrière les scores Z, c'est qu'effectivement, en centrant chaque score XI par rapport à la moyenne, vous centrez les résultats par rapport à 0, et en réduisant cet écart par l'écart type, vous obtenez des unités en termes d'écart type.
de telle sorte que les scores vont généralement varier de moins 3 à plus 3, donc habituellement, donc pas toujours, mais en général, les scores Z varient de moins 3 à plus 3. Leur moyenne est toujours égale à 0 et leur écart type 1. Alors parlons maintenant assez rapidement de l'utilité pratique des scores Z. En fait, au Québec, jusque dans les années 70, on utilisait les notes obtenues au collège par les étudiants pour les orienter dans les universités. Mais on s'était rendu compte que certains collèges avaient tendance à gonfler leurs notes pour favoriser leurs élèves en particulier. Ce qui fait que les étudiants qui appartenaient à des collèges où on ne gonflait pas les notes étaient un peu lésés. Donc c'est la raison pour laquelle la cote Z a été introduite dans le système éducatif québécois en particulier. Donc l'objectif étant tout simplement de rendre comparables les performances des étudiants. Si il est vrai que les scores Z permettent de mettre à plat les différences artificielles liées au système de notation, en revanche, ces scores standardisés ne mettent pas à nu les différences structurelles liées aux groupes eux-mêmes. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la cote R a été introduite dans le système éducatif québécois en 1995, il me semble, et que la cote R n'est rien d'autre qu'une forme de cote Z ajustée, de façon à ce qu'on puisse tenir compte de la force des groupes. Voilà pour ce qui est de l'utilité pratique des scores Z qui, encore une fois, permettent de comparer des scores qui appartiennent à des distributions dont les moyennes et les écarts types sont différents. Alors, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'utilité statistique des scores Z. Et pour l'illustrer, on va s'intéresser à leur lien avec une courbe très connue en statistique, du nom de la courbe normale, devenue subitement populaire dans le contexte actuel de la pandémie. On parle d'aplatissement de la courbe du nombre d'hospitalisations, du nombre de décès, du nombre de nouveaux cas infestés. Alors, ben voilà, cette fameuse courbe normale, vous l'avez devant vous. En fait, plusieurs phénomènes se distribuent naturellement en adéquation avec la loi normale. Tout ce qui est mesures physiques, comme la taille, le poids, mesures cognitives, comme cote de rendement, résultats aux examens, mesures psychologiques, comme l'échelle de stress, l'échelle de personnalité, mais aussi tout ce qui est mesures psychométriques, comme le quotient intellectuel, les habiletés verbales. Généralement, c'est des variables qui suivent une distribution normale. Donc, tous les phénomènes qui comportent une dimension naturelle très importante ont tendance effectivement à suivre une distribution normale. Allez sur une plage, ramassez les cailloux. Eh bien, vous allez vous rendre compte que la plupart des cailloux vont avoir une grosseur moyenne et très peu de cailloux vont avoir une grosseur importante ou une grosseur faible. Ben voilà ce qui est une courbe normale. C'est une courbe où la plupart des individus ont la caractéristique moyenne et peu d'individus ont des caractéristiques extrêmes, plus ou moins. Toutes les variables ne suivent pas nécessairement cette distribution normale, en particulier les variables sociologiques comme la scolarité, le revenu. Revenons au lien entre la courbe normale et les scores Z. Prenons l'âge et le revenu. Nous savons que c'est deux variables qui ne sont pas mesurées avec la même unité de mesure. Et si on veut les approximer à l'aide de la loi normale, eh bien, la solution consiste à transformer les scores de la variable âge et les scores de la variable revenu en score Z, de telle sorte que les scores varient de moins 3 à 3. Ainsi, on va pouvoir comparer ces deux distributions sur une même base. Voilà l'intérêt des scores Z. En fait, sans score Z, point de courbe normale. D'ailleurs, on parle précisément de courbe normale standard ou courbe normale standardisée à l'aide des scores Z. Ou encore une fois, courbe normale centrée et réduite. Ce qui est intéressant, c'est que la courbe normale ne dépend que de deux paramètres, la moyenne mu et l'écart type sigma. De telle sorte que dans le cas d'une courbe normale standardisée, standard, eh bien la moyenne c'est 0 et l'écart type 1.
N symbolisant la courbe normale. Il est possible de connaître la proportion de données comprise à un écart type de la moyenne, en plus ou moins, soit 34%. La proportion de données comprise entre un écart type et deux écarts types, en plus ou moins, soit 14%. La proportion de données comprise entre deux écarts types et trois écarts types, précisément 2%. 68% des données, d'après la loi normale, se situent à plus ou moins un écart type de la moyenne. Et voilà pourquoi on interprète l'écart type en termes de 68% des données. De même, 95,4% des données sont situées à plus ou moins deux écarts types de la moyenne. Précisément, 95% des données à plus ou moins 1,96 écart type. 99,7% des données sont comprises à plus ou moins 3 écarts types. Précisément, 99% des données à plus ou moins 2,58. Donc, retenez les scores Z 1,96 et 2,58 parce qu'ils vont revenir plus tard. Eh bien, ces proportions, on peut les calculer en utilisant tout simplement la table de la loi normale. Alors, vous l'avez ici devant vous. Donc, c'est une table que j'ai construite à l'aide du logiciel Excel. On peut construire la table de la loi normale de différentes façons. Alors, celle que j'ai construite présente les scores Z au niveau de la première colonne. Deuxième colonne, les proportions à gauche. Troisième colonne, les proportions à droite. Mais voilà ce qui est une courbe normale. Elle est omniprésente en statistique, comme nous le verrons au fur et à mesure que nous avançons dans ce cours. Donc, voilà pour ce qui est de la description statistique qui constitue en quelque sorte la première étape d'une analyse statistique.